Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. En Algérie, plus de 2% de la population souffre de psoriasis, plaques rouges et épaisses, des pellicules sur les coudes et les genoux, l'irritation dans le cuir chevelu, gerçures au niveau des ongles. Ces symptômes inflammatoires provoquent d'importantes démangeaisons, parfois des douleurs. Ils ont également une forte résonance sur la vie psychosociale de la personne. Quand il est visible, le psoriasis peut vraiment embarrasser les patients. Ils ont souvent honte de ces plaques et se sentent complexés. Avec mes invités, on essaiera de comprendre cette maladie bénigne dans la majorité des cas, mais qui peut, dans certaines formes sévères, provoquer des lésions cutanées étendues ainsi que d'autres atteintes, notamment articulaires. La bonne nouvelle est que le progrès thérapeutique significatif accompli ces 10 dernières années permet aujourd'hui un bon contrôle des symptômes chez une majorité de patients. Comment se débarrasser du psoriasis et faire enfin peau neuve? C'est la question à laquelle on tentera de répondre dans cette émission. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Farid Ait Belkacem. Bonsoir. Bonsoir, Sarah Chérif. Vous êtes dermatologue, vous êtes également ancien président de la Société algérienne de dermatologie. Bienvenue à vous. J'ai également le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Zoubiri Semera. Bonsoir. Bonsoir Madame Sharif. Je rappelle que vous êtes dermatologue, chef de service au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir et bienvenue. J'ai également le grand plaisir de recevoir docteur, madame ou docteur, puisque vous êtes médecin également, Skhara Yemna. Vous êtes notre témoin ce soir. Vous êtes également secrétaire général de l'Association nationale du psoriasis. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci. Et merci, encore une fois, on ne cessera de le rappeler dans cette émission, il est tabou de parler de sa maladie, donc merci de venir libérer la parole et briser les tabous. Alors je vais commencer avec vous, Madame Skhara. En préparant cette émission, vous me disiez que vous avez eu votre psoriasis à l'âge de 45 ans. Racontez-nous comment ça a commencé. Est-ce que vous avez su tout de suite que c'était du psoriasis? Bon, j'ai commencé à peu près, j'avais une petite plaque. Donc, une petite plaque qui ne guérissait pas, bien sûr. Donc, un beau jour, j'ai consulté. Bon, j'avais suspecté un petit peu le pso, mais je ne voulais pas croire. Oui. Et puis, un beau jour, je suis consultée. On a du mal à accepter cette maladie, finalement. Pourquoi vous aviez du mal à y croire? À y croire parce que, vu que c'est une maladie qui, à l'époque, enfin... que récidivante, c'est ça le problème. C'est une maladie récidivante. Oui. Il y a l'accalmie, puis ça reprend et ainsi de suite. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ça reprend, on ne sait pas comment ça a commencé, etc. Elle est multifactorielle, etc. Donc on ne sait pas, même pas le devenir. Elle peut s'aggraver, elle peut rester stable, elle peut se généraliser, etc. C'est en quelque sorte un avenir incertain. Oui. En plus, le fait que vous soyez médecin, vous aviez déjà des informations sur cette maladie. Oui, bien c'est sûr, ça peut-être qui a suscité un peu vos craintes. Alors 2 à 3%, c'est quand même beaucoup, professeur Ait Belkacem. Mais on a quand même l'impression d'être devant une maladie qui est très méconnue. Pourquoi ? Oui, méconnue, effectivement, c'est vrai. Le chiffre à peu près se situe à 2%, c'est-à-dire qu'il y aurait entre 800 000 et 1 million de psoriasiques dans notre pays. C'est une maladie donc relativement fréquente. Sa prise en charge également nécessite donc non seulement l'aide des dermatologues, bien sûr, qui sont au premier plan, mais les généralistes, vu le nombre important de patients, doivent être formés justement pour les prendre en charge, mais également, comme on le dira tout à l'heure, ce n'est pas qu'une maladie de la peau, c'est une maladie inflammatoire qui touche un certain nombre d'organes. Absolument. La peau, bien sûr, au premier plan, mais également les articulations, mais également les vaisseaux, mais également le cœur, mais également le sucre, mais également l'hypertension. Ça s'appelle les comorbidités, mais ça peut toucher l'œil. Donc c'est une maladie multiviscérale. Et la cantonner uniquement à la peau, c'est déjà un gros secteur. Je rappelle que la peau est l'organe le plus étendu de l'organisme. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge par tous ces acteurs. Oui, peut-être que l'idée aussi de cette méconnaissance, professeur Zoubiri, vient aussi du fait que pendant longtemps, on croyait la médecine en échec.
devant cette maladie. Hein. On croyait pendant longtemps, il y a des gens qui continuent encore à le croire, qu'il n'y a pas de traitement hein, pour cette maladie. Oui, en effet, donc elle est par définition classée comme maladie chronique. Et dans l'esprit des gens, qui dit maladie chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à proposer. Et vu les progrès thérapeutiques de ces 10 dernières années, on a identifié des cibles thérapeutiques. Il s'agit d'une maladie inflammatoire. Et qui dit inflammation, ça veut dire qu'il y a des molécules qui vont déclencher cette inflammation, et il y a des médicaments qui vont cibler ces cytokines de l'inflammation. Ce sont ces molécules qu'on utilise actuellement pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc le message à faire passer, c'est de dire aux patients que certes, on peut avoir une maladie chronique, mais on peut très bien avoir une qualité de vie correcte avec une maladie chronique. Un diabétique peut avoir une réussite professionnelle, une vie correcte avec son diabète, tout comme un asthmatique. Et bien un psoriasique aussi a le droit d'avoir accès aux soins et d'avoir une qualité de vie correcte. Les traitements vont en fait espacer les poussées, ralentir donc ce rythme de poussée-rémission. Oui, absolument. Il y a aussi une autre dimension aussi peut-être qui est très importante à rappeler. Hein. Nous en parlions avant l'enregistrement justement, professeur. Peut-être de dire aux gens qui nous regardent aussi qu'il faut se faire prendre en charge parce que psoriasis, peut-être qui n'est pas pris en charge, peut altérer l'espérance de vie. Absolument, c'est tout à fait exact, comme je venais de le dire. Ce n'est pas qu'une maladie de la peau. Oui, c'est l'organe principal qui est atteint, mais pratiquement tous les organes peuvent être également atteints au décours du psoriasis. Et effectivement, en résumant, un psoriasis correctement pris en charge va peut-être permettre d'éviter l'apparition donc de ces comorbidités, Je prends un exemple simple. Par exemple, le psoriasis peut toucher les ongles, alors que le reste du corps est tout à fait sain, uniquement au niveau des ongles. Pendant longtemps, on négligeait ça. On donnait des petits traitements, disons, pour calmer un petit peu la chose. Mais il est prouvé que cette inflammation au niveau de l'ongle fait le lit des atteintes articulaires. Absolument. Des atteintes articulaires au niveau des articulations périphériques. D'où actuellement l'intérêt de les traiter correctement, même si elles se résument uniquement à ces atteintes inguinales au niveau des ongles, même s'il n'y a pas de lésion par ailleurs. Absolument, parce que cela va altérer à la longue le pronostic fonctionnel. Hein. Très probablement, ça va déboucher sur une atteinte des articulations et donc ils vont gréver de façon importante donc la qualité de vie de notre patient. Oui. Madame Yamna, on disait au tout début de cette émission que vous étiez aussi secrétaire générale de l'Association nationale du psoriasis. Vous avez choisi de vous organiser en association. Vous êtes aujourd'hui un peu le porte-voix de l'association et des malades. Oui. Est-ce que vous vous sentiez est-ce que vous vous sentez mal compris? Un des objectifs peut-être de cette association, c'est de faire connaître la maladie, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est-à-dire pas exactement, c'est-à-dire faire connaître la maladie, vulgariser cette maladie et essayer d'avoir un débat sur cette maladie, un contact avec autrui, partager les expériences des psoriasis, partager leurs douleurs, partager... En parler déjà. En parler, partager même les douleurs, les orienter. Lutter contre les idées reçues peut-être? Oui, les orienter. Quand ils ne sont pas orientés, on les oriente. Oui. Si vous permettez, j'aimerais insister sur cette dimension, peut-être lutter contre les idées reçues, parce que nous en parlions aussi en préparant cette émission. Beaucoup de gens vous disent parfois que si le stress provoque votre psoriasis, vous n'avez qu'à ne pas stresser, alors que ça ne se passe pas forcément comme ça, oui. Ça ne se passe pas comme ça, oui. C'est vrai que le stress, c'est un facteur aggravant, mais c'est pas... La maladie elle-même provoque un stress. La maladie. D'ailleurs, donc il faut chercher d'autres méthodes pour sortir de ce. C'est un cercle rond. Absolument. Donc il faut trouver des éléments, il faut trouver des choses pour sortir de ce cercle. Oui. Sinon, on s'en sortira jamais. Il faut vivre avec le psoriasis en se traitant. Oui, en se traitant, en cherchant d'autres choses, en faisant par exemple du sport, en faisant des choses pour éviter de déprimer, en faisant des choses qui nous font plaisir. Voilà.
Pour moi, c'est ça le... La vie ne doit pas se focaliser ou se limiter justement à sa maladie, absolument, même si elle est très contraignante. Oui, on va voir justement ça dans un reportage. Je vous invite, messieurs, dames, à regarder un reportage qui revient sur la prise en charge du psoriasis. Ça se passe au niveau de votre service. On va faire une immersion dans le service dermatologie au niveau du CHU Mustapha Bacha. Regardez. Nous sommes au service de dermatologie du CHU Mustapha Bacha où des patients reçoivent des soins pour diverses affections cutanées. Aujourd'hui, une patiente se présente chez son médecin traitant pour son contrôle habituel car elle souffre de psoriasis depuis 3 ans. Un problème de la famille, c'est une maladie inflammatoire chronique, d'accord. C'est une maladie qui touche non seulement la peau, mais qui touche aussi donc les fanères et les muqueuses. Elle peut commencer dès le jeune âge, comme elle peut commencer tardivement. Elle se manifeste sur la peau, essentiellement sur les zones qui sont exposées au contact. Donc c'est les zones de frottement. Donc c'est tout ce qui est coude, tout ce qui est genou, tout ce qui est généralement les chevilles, tout ce qui est doigts, etc. Elle se manifeste par des plaques généralement qui sont érythémateuses. Donc c'est des plaques rouges avec des squames sur dessus. C'est quelque chose qu'on... Les causes du psoriasis peuvent être influencées par divers facteurs tels que le stress ou même des facteurs génétiques et environnementaux. Bien sûr, bien sûr. Donc, Hadaya, vous... Non, j'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire au début, j'ai pas pensé à ça. Mais j'ai pensé au psoriasis parce que je donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y a psoriasis. Il y a beaucoup de patients qui font par exemple des infections virales, des infections bactériennes, par exemple durant cette période, mais qui finalement peuvent déclencher une inflammation du genre psoriasis. Pas que, comme on a dit déjà, il y a le support génétique ou la cause héréditaire qui est quand même très très importante. On sait bien qu'il y a des familles tout entières qui ont donc ce problème et qui se transmet d'une génération à une autre. Outre les symptômes physiques, les patients atteints de psoriasis ont un risque accru de développer d'autres maladies telles que les problèmes articulaires, notamment l'arthrite psoriasique. En fait, il peut provoquer une érythrodermie, c'est-à-dire que les patients peuvent développer cette rougeur, ces plaques érythémateuses qui peuvent être généralisées, qui parfois, elle peut s'accompagner d'œdème, donc de gonflement, de fièvre, d'altération de l'état général en fait, mais pas que. Donc les patients peuvent développer aussi des complications articulaires, ce qu'on appelle aussi le rhumatisme psoriasique. Donc c'est-à-dire que les patients, en plus de leurs lésions cutanées, ils vont avoir en fait des lésions articulaires, des gonflements au niveau des articulations, des arthralgies, douleurs articulaires. Et en dernier, il y a aussi une autre complication qui est les pustules. En fait, le psoriasis parfois peut se compliquer de certaines petites lésions qui sont généralement des lésions soi-disant jaunâtres, pustuleuses en fait, qui peuvent aussi être graves. Le psoriasis peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des patients, mais une gestion appropriée et un suivi médical régulier peuvent aider à atténuer les symptômes et à améliorer le bien-être général. On peut passer d'un patient qui a quelques plaques qui nécessitent un traitement juste local par des crèmes et par des pommades, essentiellement des crèmes qui sont basées sur des pommades cortisonnées ou bien donc des dérivés de la vitamine D, en allant jusqu'à des traitements un peu plus forts pour un petit peu essayer de réduire cette inflammation, notamment des immunosuppresseurs et des immunomodulateurs. Cependant, ce n'est pas seulement le corps qui souffre, il y a aussi les défis émotionnels auxquels sont confrontées les personnes atteintes de cette pathologie. C'est certain qu'il y a une association entre le psoriasis et plusieurs troubles et pathologies psychologiques et psychiatriques, notamment l'anxiété, la dépression, l'isolement social et aussi le regard des autres. Et parmi les problèmes rapportés par les patients, c'est le sentiment de stigmatisation et le regard des autres et aussi les problèmes relationnels et conjugaux. Un suivi médical régulier et un soutien psychologique sont essentiels pour aider les patients atteints de psoriasis à mener une vie épanouie malgré les défis de cette condition cutanée chronique. On a compris que cette maladie nécessite une prise en charge multi- ou pluridisciplinaire. Le reportage était signé donc Yanis Ait Belkacem. Alors, question pédagogique, qu'est-ce que le psoriasis finalement? Est-ce que c'est un renouvellement très rapide? Alors, on a parlé de l'inflammation, mais sur la peau, est-ce que c'est un renouvellement très rapide de la peau, c'est ça? C'est tout à fait exact, si on peut résumer. C'est effectivement le cycle de renouvellement de la peau, donc des couches les plus superficielles, donc il devient beaucoup plus court.
De ce fait, les cellules, certaines cellules cornées, donc vont s'accumuler à la surface de la peau et créer ce que vous appelez des croûtes. En fait, nous les appelons des squames. Voilà. Et étant donné que les cellules profondes donc, vont pousser ces cellules cornées, elles vont desquamer, c'est-à-dire elles vont se détacher, partir dans la nature, et c'est ce qui donne donc ces pellicules ou ces squames plus larges qui sont encore plus gênantes pour le patient. Parfois, ces squames donc, sont tellement épaisses qu'on ne voit même pas la rougeur sous-jacente, et bien sûr c'est particulièrement gênant pour le patient, surtout lorsque ça se manifeste sur des zones découvertes comme les mains, comme les coudes, notamment en été, mais également ailleurs. Comme le visage aussi, ça c'est terrible, hein, sur le visage. Le visage, rarement. C'est très très rare, mais ça existe, notamment chez l'enfant, sur les paupières, sur le visage également. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question, justement. Je voulais vous poser la question sur est-ce que le psoriasis peut toucher l'enfant, justement, parce que l'idée qu'on a, c'est que c'est une maladie de l'adulte. Oui, en fait, on décrit deux pics de fréquence. Il peut se voir chez l'enfant, chez le tout petit enfant, chez le nourrisson, chez le jeune enfant et chez l'adulte. C'est vrai que c'est plus rare, qu'on voit plus du psoriasis chez l'adulte, mais il existe des formes chez l'enfant. Alors, les particularités de ces formes chez l'enfant, c'est qu'ils ont tendance à apparaître après des infections. En général, c'est des enfants qui font des infections ORL, des angines, des rhinopharyngites, et qui développent... C'est ça qui va déclencher... Voilà, et qui développent, après ces infections, un psoriasis. Les formes de l'adulte, ce sont les formes classiques que nous connaissons, avec les causes. Il n'y a pas une seule cause incriminée dans la survenue du psoriasis. On peut incriminer, c'est une maladie multifactorielle. Absolument. Il y a le rôle, dans le reportage, on avait parlé du rôle de l'hérédité. Ce n'est pas un facteur obligatoire, c'est-à-dire que pour le patient, il ne peut, par exemple, dans ses antécédents... C'est le cas d'ailleurs de Mme Yemna. Oui. Je pense que vous n'avez personne dans votre famille. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur les générations passées, ne pas trouver un patient atteint de psoriasis, mais c'est une transmission qui n'est pas mendélienne, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un parent atteint de psoriasis pour avoir obligatoirement du psoriasis. Mais même quand on a le gène, permettez-moi, professeur, juste de préciser, même quand on a le gène, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs facteurs, finalement, pour que ça soit déclenché, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une transmission génétique comme des maladies génétiques connues, c'est d'autres facteurs. Donc il y a certes le rôle de la génétique, on peut retrouver des cas familiaux de psoriasis. Il y a le rôle de certains médicaments. C'est pour ça que c'est important de revoir avec le patient ces médicaments. Par exemple, certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hypertension artérielle, comme les bêta-bloquants, sont rapportés dans les cas de psoriasis induit, les lithiums, les antipaludéens de synthèse que nous utilisons en pratique courante dans notre consultation de dermatologie, le rôle de l'infection, le rôle du stress aussi, qui est un facteur aggravant. C'est très classique. Déclenchant aussi, déclenchant, dépoussé, mais pas déclenchant de la maladie. C'est pas déclenchant de la maladie, parce que beaucoup de gens quand même rapportent, comme dans beaucoup de maladies chroniques d'ailleurs, que la maladie s'est déclenchée par exemple après un deuil, après un choc. Voilà. Donc on retrouve souvent un événement traumatisant, et à partir de là, donc le psoriasis, ce n'est qu'un facteur déclenchant, d'où l'importance donc de la prise en charge par le psychothérapeute. Absolument. Pour cette étiologie, cette part du stress. Des patients rapportent par exemple lors de périodes d'examen, lors de périodes de stress, une exacerbation de leur lésion de psoriasis. Oui. Alors là, l'obésité, professeur, c'est un facteur aggravant, déclenchant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une corrélation qui est établie entre la graisse et l'inflammation, n'est-ce pas ? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais abonder dans le sens de ce qu'a dit le professeur Zoubiri. Oui. La psychothérapie est importante, mais il faut savoir que le premier psychologue, c'est le médecin. C'est celui qui reçoit le patient. Ce que je dis à chaque fois, un patient, ce n'est pas une ordonnance. Psoriasis, d'habitude, pour les dermatologues, ça ne pose pas de problème de diagnostic. Mais si vous ne l'avez pas touché, si vous ne lui expliquez pas sa maladie, si vous ne prenez pas de temps pour l'associer dans le choix du traitement, absolument, l'échec
pratiquement, il est garanti. Vous voyez? Donc, le premier psychologue, c'est nous-mêmes qui devons. Donc, celui qui annonce la maladie, c'est très important, absolument. Et oui, quelquefois, c'est un peu, j'allais presque dire dramatique d'annoncer ça. Parce que dans l'esprit des gens, c'est chronique, donc ça ne guérit pas. Non, comme l'a dit notre collègue, oui, il y a quelquefois de très longues périodes de rémission. Oui. Il y a quelquefois des lésions qui vont diminuer d'intensité au point où le malade accepte cette situation et n'est plus demandeur de traitement. Concernant l'obésité, un certain nombre ce ne sont pas des complications, ce sont des comorbidités. Oui. C'est quelque chose, vous avez un psoriasis, vous avez X chances d'avoir de l'hypertension artérielle. Plus de c'est un facteur de risque, en fait. C'est un facteur de risque d'avoir une dyslipidémie, c'est-à-dire du cholestérol ou des triglycérides élevés. Vous avez X chances ou malchance supplémentaires de faire un infarctus du myocarde qu'un patient qui n'a pas de psoriasis. En fait, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, conseiller un patient qui est en surpoids de maigrir? Est-ce que cela va l'aider, par exemple, dans l'intensité de sa maladie? Est-ce que ça va réduire son psoriasis? C'est dans ce sens que il le faut. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on prend en charge un patient en consultation de psoriasis, ce n'est pas uniquement un traitement pour les lésions cutanées. On prend en charge tout le patient, c'est-à-dire que on va expliquer qu'il y a des comorbidités, que l'activité physique, l'alimentation, l'équilibre du poids, des comorbidités cardiovasculaires, tout cela, ça fait partie de la prise en charge du psoriasis. Donc, nous, en tant que dermatologue, non seulement on va évaluer les lésions cutanées, mais on va évaluer les autres comorbidités, notamment articulaires, mais aussi le syndrome métabolique qui peut accompagner la maladie et le retentissement psychologique. Tout cela fait partie de la prise en charge du patient atteint de psoriasis. Et c'est ce que nous proposons en fait au niveau du service de dermatologie du CHU Mustapha à travers des ateliers d'éducation thérapeutique. En fait, on réunit des groupes de patients atteints de psoriasis en présence du dermatologue, de la psychologue et de l'infirmière. Et c'est des séances de partage où en fait les patients, en se réunissant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Absolument. Il y a d'autres patients qui vivent la même situation et ils se partagent leurs expériences. Et ça leur fait vraiment un bien de savoir qu'ils ne sont pas seuls face à cette maladie et qu'il y a des solutions. Je vais faire peut-être réagir justement Mme Srara sur ce point particulièrement. Alors, lorsqu'on vous a annoncé justement votre maladie, parce que le professeur Kassem en a parlé, est-ce qu'on vous a expliqué les tenants et les aboutissants de votre maladie? Est-ce que vous vous êtes senti seul à un moment donné ou au contraire accompagné? Moi, je me rappellerai toujours du dermatologue. Il m'a dit, de toute façon, vous avez un pso, c'est mieux que d'avoir d'autres maladies. D'accord. Voilà. Mais on ne vous a pas expliqué. Et au moins, le pso, c'est bénin, c'est mieux d'avoir autre. Bon, on ne m'a pas expliqué parce que moi, je suis dans le domaine, il n'y avait rien à expliquer. Mais il m'a dit voilà, vous acceptez ça et c'est mieux que d'avoir d'autres maladies. Et vous l'avez accepté? Oui, ça a pris combien de temps pour accepter justement cette pathologie qui te dit, rappelons-le encore, non, c'est des hauts et des bas. On ne l'accepte pas tout le temps, c'est ça? On n'accepte pas tout le temps. De temps en temps, on a marre. On a le common out. Ça y est, on est saturé et on revient toujours au départ. Et on dit qu'on n'a pas le choix. On doit l'accepter. Et puis on cherche d'autres choses. On essaie de trouver d'autres solutions pour oublier, pour être bien. C'est-à-dire quand on est bien. Est-ce que votre entourage a joué un rôle quand même dans l'accompagnement? Est-ce que vous vous êtes sentie comprise par votre entourage? Parce que c'est important aussi d'être accompagné par l'entourage. Bon, moi, mon entourage, j'ai pas eu de vrais problèmes dans mon entourage. Mais il y a eu quand même des petits moments de déprime. Moi, je me déprime. Oui. Et mon entourage déprime avec moi. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Surtout mes sœurs. Surtout les sœurs, c'était vraiment déprimant pour eux. Quand j'ai fait les fortes poussées, les poussées étendues, c'était déprimant. Surtout quand j'étais hospitalisée. Donc, on me voyait comme ça, tout mon corps, etc. Vous étiez comment? Vous étiez quel genre de personne? Parce que peut-être qu'il y a ça aussi qui est un peu... Voilà, les gens sont... Vous êtes une personne très dynamique habituellement. Je vous dis une chose, le psoriasis atteint surtout les gens sensibles. Les gens sensibles, c'est surtout. Dans mon entourage, j'ai remarqué que tous les gens, dans l'association,
quand je parle, je discute avec eux, etc., c'est vraiment des personnes très sensibles et des personnes d'une bonté exceptionnelle. Oui, mais il faut dire quand même que et d'une gentillesse on va exceptionnelle. faire réagir les professionnels sur ce Là, point. ce que j'ai remarqué, parce que dans mon analyse, le groupe que je suis, Oui. je suis dans l'association avec un groupe. Ils sont tous des psoriasiques. Alors, Et lequel de vous deux voudrait répondre? Je voudrais un petit mot. Oui. Je voudrais dire et préciser et insister sur le fait que dans le psoriasis, il n'y a pas de contagion. Il n'y a aucune On y contagion. arrive, j'allais vous poser la question. Aucune contagiosité. Oui. C'est extrêmement important. Important, surtout pour les enfants, on en a Dans parlé tout le à l'heure. subconscient des gens, dès qu'il y a des lésions de la peau, ça sous-entend qu'il y a une contagion, une possible transmission. Et ça, il faut que les gens se mettent dans la tête que le psoriasis n'a aucune contagion, aucune contagiosité. Ça, c'est très, très important. Alors, le rapport entre le psoriasis et le fait d'être sensible? Alors, je pense que c'est plutôt une conséquence parce que la peau, c'est l'image du soi. C'est en fait notre contact avec l'extérieur. Absolument. Et si nous avons des lésions affichantes, notre confiance en soi... Il y a une altération de l'image. Voilà, de soi. notre confiance en soi, notre contact professionnel, conjugal, familial, social sera altéré. Et de ce fait, donc, on se sentira plus vulnérable, absolument. plus faible face à cette maladie. D'où l'importance du suivi de ces patients. On le voit quand on reçoit ces patients en consultation. Ils ont tous une qualité de vie altérée. On le voit à travers des histoires de patients, à travers des problèmes conjugaux. C'est pas facile d'avoir des lésions de psoriasis sur le corps, sur des topographies très gênantes, des lésions génitales, des lésions mammaires, des lésions au niveau de l'angle, des lésions affichantes sur le visage. Il y a aussi le regard de la société aussi. Absolument. Qui peut nous altérer. Oui, qui peut nous altérer, absolument. C'est ça. Oui. Madame Skhara, alors est-ce que vous vous êtes sentie à un moment donné stigmatisée? Pas tellement, non. Dans mon environnement. Vous êtes indifférente peut-être? Vous êtes un peu indifférente au regard des autres? Non, c'est-à-dire que dans mon environnement, j'ai pas eu ce problème. Moi, personnellement, j'ai pas eu ce problème. Mais dans le groupe, si les gens ils ont été vraiment stigmatisés, ils ont eu des problèmes dans le travail, parce que je discute avec eux beaucoup. C'est assez impressionnant quand même comme maladie, hein, parce que peut-être ça on l'a pas encore expliqué, hein, comment elle se manifeste. C'est vrai que ça m'a gênée C'est dans assez mon impressionnant travail. de perdre des morceaux de peau Oui, sur son lieu c'est de vrai, travail, ça avoir des démoralise. démangeaisons tout le temps. Ça démoralise. À un certain moment, je ne pouvais plus travailler. Déjà, je me levais le matin, il fallait faire les pommades, etc. Et puis, petit à petit, je me voyais que c'est fini pour moi le travail, il faut que j'arrête. Ça vous a poussé à arrêter de travailler? Oui, ça m'a poussé. Dès que j'ai été hospitalisée, j'ai pris la décision de ne plus de prendre ma retraite. Oui. À quel point elle est contraignante, cette maladie? Alors, on en parle depuis tout à l'heure, on a parlé un peu des symptômes, des rougeurs, on a parlé aussi des squames, mais finalement, est-ce qu'elle est douloureuse? Douloureuse lorsque les lésions sont étendues. Mais il n'y a pas un psoriasis, il y a des psoriasis. Hein, c'est extraordinairement varié. J'allais presque dire que chaque patient est un cas particulier. Vous voyez, dans nos traités, on voit un certain nombre de formes, mais en pratique, je vous assure que la variété est extrêmement élevée. Donc, ce que d'habitude, c'est du rouge et des squames. Donc il y a une base qui est inflammatoire, qui est rouge, plus ou moins dans son intensité, et qui est recouverte par des squames, c'est-à-dire par des petites croûtes, on dit plus simplement blanchâtres, qui vont peler. Vous voyez, on ne perd pas des lambeaux de peau, hein, la peau elle est intacte. Les pellicules. Mais les pellicules, voilà. Quelquefois, c'est des croûtes carrément, ou des squames qui sont beaucoup plus larges. Et l'épaisseur des squames est très variable d'un patient à l'autre. Hein. Quelquefois, c'est 2 ou 3 couches donc, qui vont desquamer et ça va laisser la rougeur sous-jacente. Quelquefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces squames sont tellement épaisses qu'elles empêchent que la rougeur sous-jacente n'est pas visible. Notamment lorsque ça siège au niveau des paumes des mains ou des plantes des pieds, ça altère
complètement la fonction de préhension au niveau de la main, la fonction de la marche. Quelquefois, vous avez des centimètres, cette hyperkératose au niveau de... Donc, c'est une maladie qui a une répercussion fonctionnelle, en plus de esthétique, en plus de stigmatisation. Il y a une réelle incidence sur justement la fonction, notamment des mains et la fonction des pieds. Chez vous, ça s'est manifesté comment? Alors, avec des démangeaisons, vous avez des démangeaisons ou pas? Oui, c'est sûr, les démangeaisons sont toujours présentes. Mais quand on a une inflammation, on a la peau on a le pied qui gonfle, En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est le plus contraignant? Est-ce que c'est cette dimension de démangeaison, de douleur? C'est plutôt ce que vient de dire. C'est l'inflammation. Oui. L'inflammation, moi, ça m'a donné des frissons. Des frissons, de la fièvre. Oui. Quand vous avez été hospitalisé, vous aviez un psoriasis généralisé, c'est ça? Oui, oui. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du facteur déclenchant? Alors, on a parlé un peu du stress. Est-ce que pour vous, vous connaissez qu'est-ce qui déclenche chez vous le psoriasis? Je pense qu'un peu de stress, peut-être. Un peu ou beaucoup? Beaucoup qui vit pas avec un stress. Absolument. Il y a toujours des petits trucs qui nous stimulent, des petits trucs. C'est pas, j'avais pas. Dans l'association, d'une manière peut-être plus générale, pour ne pas parler de vous particulièrement. En général, qu'est-ce qu'on peut parler? Moi, je sais que j'ai le président là. Enfin, je parle pas de lui, mais il y a quelqu'un que le psoriasis a été déclenché c'est-à-dire c'est la période de la décennie noire. D'accord. Il a perdu son... Une période traumatisante. Traumatisant, il a perdu, je crois, son frère ou quelque chose. Et ça a été le facteur déclenchant. Ça a été son facteur déclenchant. Chacun a son... Est-ce qu'on sent... Mais moi, personnellement, est-ce qu'on sent les crises arriver? Est-ce qu'on sent les poussées arriver? Non, pas du tout. D'accord. On voit de jour en jour son psoriasis s'aggraver, on ne sait même pas quoi, et puis on stresse, et ça revient, et ainsi de suite. Une autre question aussi, peut-être, professeur, que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que l'alimentation aussi peut être un facteur déclenchant? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un rapport entre l'alimentation et l'inflammation. Oui, oui. Est-ce qu'on peut incriminer certains aliments ou pas? Donc, pour revenir sur les facteurs déclenchants aussi, je voulais juste rajouter par rapport à une prise médicamenteuse qui est la corticothérapie par voie orale. Donc, les corticoïdes par voie orale peuvent déclencher des poussées de psoriasis. Donc, c'est important là de le rappeler, que certes, les corticoïdes en pommade, en traitement local, c'est une arme thérapeutique pour le psoriasis, mais par voie générale, ce n'est pas du tout l'indication. Ça peut au contraire déclencher des formes graves qui vont conduire à l'hospitalisation. Alors pour revenir à l'alimentation, donc il est clair que de façon générale, une alimentation saine et équilibrée va réduire les risques de l'inflammation. Donc nous, on préconise systématiquement à nos patients d'avoir une alimentation équilibrée et avoir un poids correct pour agir sur les comorbidités du psoriasis qui vont en fait gréver le pronostic de cette maladie. C'est les comorbidités au long cours qui vont alourdir donc cette prise en charge du psoriasis. Oui, donc c'est pas tant vraiment l'aspect... c'est pas une cause en elle-même, c'est-à-dire l'alimentation, mais c'est un facteur en plus à prendre en charge. Oui. Alors vous, quand on vous a diagnostiqué, vous avez changé votre alimentation, vous avez agi sur votre alimentation ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire ce concept d'alimentation, c'est récent. On parle tout, mais actuellement, on apprend tous les jours. Hein, oui, on apprend tous les jours. Mais actuellement, c'est vrai que beaucoup parlent de l'alimentation, dans les aliments pro-inflammatoires, les aliments, etc. Ça devient une mode. D'ailleurs, il y a beaucoup de publications sur l'alimentation avec le pso, actuellement. Mais avant, non, on ne parlait pas de l'alimentation. Donc, il faut avoir mon concept, il faut avoir une alimentation saine. Voilà, c'est tout. Oui, absolument. Je vais ajouter un أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Donc il faut avoir mon concept, il faut avoir une alimentation saine. Voilà, c'est tout. Je vais ajouter un petit mot. Effectivement, l'alimentation, il y a beaucoup de publications là-dessus. Toutes les vitamines, c'est-à-dire tous les compléments alimentaires, minéraux, etc., très peu marchent dessus. Ce qui marche, c'est, et ce qui est prouvé plutôt, ce qui marche, c'est le régime crétois, par exemple. Clairement, comme l'a dit le professeur Zouberi, il participe donc à réduire l'inflammation et de ce fait, il y a moins de lésions de psoriasis. Ça, ce sont des études qui sont validées, donc établies. Absolument. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait presque autant de psoriasis que de patients. À quel moment on parle de formes graves? Alors, on a dit aussi que la grande majorité sont des formes bénignes. À quel moment on s'inquiète? Les formes graves, ce n'est pas un problème d'étendue des lésions. Oui, l'étendue peut. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui a peu de lésions, mais sur le dos des mains, qui a un travail, par exemple, où il est en contact avec le public, a une qualité de vie extraordinairement plus altérée que quelqu'un qui a des grandes plaques sur des zones qui sont cachées. Vous voyez, donc la gravité n'est pas liée à l'étendue. Je pose un peu cette question pour savoir, est-ce qu'on traite tout le monde? Est-ce que tout le monde doit consulter? Ou lorsqu'on a par exemple un psoriasis très léger avec lequel on vit sans complexe, on n'a pas besoin... Léger. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. J'ai des patients qui ont très peu de lésions qui viennent me voir tous les 15 jours. Oui. Et j'ai des patients qui ont des psoriasis cachés, de grande taille, de grandes plaques, et qui viennent tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou qui disparaissent. Vous voyez, chaque patient est un cas, et ce que je voulais préciser, c'est que la gravité n'est pas liée que
à la manifestation sur la peau. Sur la peau, à Absolument. l'extension, à l'étendue plutôt des lésions sur la peau. Bien sûr, quelqu'un qui a des lésions sur les paupières ou les joues, c'est clair qu'il a une qualité de vie extrêmement altérée qui voudra un traitement. Alors, on arrive justement au traitement. On enchaîne avec ce que vous venez de dire. Ce qui est très important, d'ailleurs, un des messages justement de cette émission, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des traitements qui vous ont changé la vie, Madame Srala. Oui, bien sûr. La biothérapie. Absolument. Alors racontez-nous un peu votre parcours. Vous avez eu droit déjà à tous les en première intention peut-être en crème, c'est ça? Généralement dans des pommades. J'ai droit à tous les traitements. Oui. Alors racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. J'ai commencé par les crèmes et puis après, quand ça devenait de plus en plus étendu, de plus en plus sévère, les plaques devenaient de plus en plus grandes, etc. J'ai eu le droit au traitement immunosuppresseur. Après les immunosuppresseurs, les immunomodulateurs, la photothérapie. Et après, ça marche bien, la photothérapie? Pas tellement. Sur vous, ça n'a pas donné. Non. D'accord. Et après, c'est la bio. Ça va, je suis satisfaite de la bio pour le moment. Alors espérons que ça dure, c'est tout. Votre période de rémission est aujourd'hui de combien? Bon, j'ai eu quand même, depuis j'ai commencé la biothérapie en 2019. Donc j'ai eu des rémissions. Oui. J'ai répondu vraiment rapidement. J'ai été blanchie pendant des mois et des mois. Puis il y avait le 2019, il y avait le Covid, on a arrêté, puis on a repris. Une période de grand stress. Voilà, oui, on a arrêté, puis on a repris le traitement, etc. Et puis après j'ai repris. Puis j'ai eu d'autres soucis, donc j'ai arrêté. Puis maintenant ça fait 2 ans que je prends le traitement. Vous prenez chaque combien de temps? Tous les 15 jours, une injection tous les 15 jours. Mais ça va, alhamdoulilah. Je dis toujours alhamdoulilah. Quand ça, il faut toujours dire alhamdoulilah. Puisque ça marche, alhamdoulilah. Bien sûr. Il faut dire déjà que cette maladie évolue en poussée et en rémission. C'est une maladie évolutive, on l'a dit rapidement. Quels sont les objectifs finalement des traitements? Alors, on ne guérit pas du psoriasis. Oui. Alors, les objectifs, la décision médicale est prise avec le patient. C'est en fait la demande du patient. Par exemple, vous avez une femme qui a une atteinte inguéale. Pour une femme, c'est très inesthétique d'avoir des ongles déformés par le psoriasis. C'est une demande de traitement, alors que peut-être quelqu'un qui aura des lésions de psoriasis étendues ne demandera pas un traitement. Classiquement, on disait que on préconise un traitement systémique quand c'est des lésions étendues. Mais actuellement, quand il y a un retentissement psychologique important, quand il y a des localisations particulières, c'est des indications de traitement. Les objectifs, c'est... Alors, clairement, maintenant, on vous dit blanchiment total. C'est ça. Dans la littérature on va endormir la maladie, en gros, c'est ça? Voilà, ce qu'on appelle pasissant, c'est-à-dire avoir 100% de surface corporelle non atteinte. C'est ça l'objectif maintenant. C'est faisable, réalisable? C'est faisable. Avec des nouvelles molécules, maintenant, on arrive à avoir des blanchiments à 90 à 100% de surface corporelle avec une qualité de vie totalement améliorée chez ces patients. Donc l'objectif, c'est cibler le blanchiment à 90-100%. Ouais, ça, c'est super pour une personne quand même qui était complexée, qui avait ça. C'est une transformation de la vie, carrément. Alors, les traitements, en première intention, c'est les pommades, c'est ça, professeur? Depuis toujours. Les traitements locaux, ils ont encore leur place. Absolument. Lorsque les lésions sont étendues, peut-être c'est contraignant. Tous les soirs, appliquer des pommades, etc. Alors, il faut bien les appliquer, il faut bien tartiner. Il faut en quantité suffisante. Parce que quelquefois, les échecs thérapeutiques, justement, c'est ça. La quantité est insuffisante. C'est ça. Régulièrement. Et il faut amener le malade à adhérer au traitement. Il y en a qui mettent 2 jours et puis qu'une semaine, ils ne mettent pas. Donc, l'échec est dû à l'absence d'adhésion au traitement. Parce que peut-être les résultats ne sont pas visibles tout de suite, c'est ça, professeur? C'est pour ça qu'on abandonne? C'est la contrainte, c'est la contrainte. Vous voyez, la personne arrive à 8 heures du soir chez elle, elle dîne et puis après, elle est fatiguée, etc. Et on reporte ça au lendemain. C'est la contrainte. Oui, mais le fait d'avoir quand même un psoriasis assez apparent, c'est déjà une motivation, n'est-ce pas? Oui, mais les gens sont faits différemment. Il y a des gens qui adhèrent, qui font tout ce que vous leur dites à la lettre, etc., qui viennent à rendez-vous, mais il y en a d'autres qui abandonnent. C'est vrai que le résultat n'est pas immédiat. Souvent, ils vous disent « combien de temps je vais ?» Il y en a, pour le même patient,
avec les mêmes types lésionnels. Il y en a un qui répondra en une semaine, il y en a un qui répondra en un mois. Quel que soit le type de traitement, c'est très différent d'un patient à l'autre. Donc ces traitements sont contraignants, mais il y en a qui adhèrent. Hein. Et il faut qu'ils aient une douche déjà, accès à l'eau également, parce qu'il faut prendre des douches fréquemment. Mais il y a d'autres traitements. Il y a la photothérapie dont on parle. Avant d'y arriver déjà, alors on dit les pommades c'est pour la peau, hein, quand on a des manifestations sur les mains ou sur les coudes. Pour la tête par exemple, pour les cheveux, c'est des shampoings, c'est quoi? C'est des shampoings ou ce sont des solutions, des lotions. Des lotions. Les pommades, c'est désagréable au niveau du cuir chevelu. Donc, on utilise des préparations sous forme de lotions qui peuvent marcher très. Et pour les ongles, correctement. par exemple, on peut mettre des crèmes aussi ou c'est autre chose? Les ongles, c'est la grande énigme chez nous. Les ongles, c'est des traitements généraux. D'accord. Vous voyez. Donc, on ne peut pas traiter avec un traitement local. On ne peut pas traiter avec les traitements locaux. Voilà. Alors, la deuxième étape, alors ça c'est les traitements de première intention. Deuxième étape de traitement, on avait parlé des immunosuppresseurs. On les prescrit toujours? Oui, bien sûr, ils sont toujours d'actualité. Donc, après les traitements locaux, quand un patient est candidat à un traitement par voie orale, on commence par des traitements systémiques, donc que nous utilisons en pratique quotidienne, type méthotrexate, type cyclosporine. Et puis nous avons aussi la photothérapie. Alors ce sont des traitements qui sont... Pour les immunosuppresseurs, si vous permettez, professeur, est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre? Parce que quand même c'est un traitement qui va altérer un peu l'immunité. Il y a quand même des précautions à prendre en prenant ce traitement? Tout à fait. Donc, c'est des traitements qui sont suivis donc, en consultation. Donc, il y a des bilans pré-thérapeutiques avant. Il y a une vaccination aussi à mettre à jour avant de donner un traitement immunosuppresseur. Mettre à jour la vaccination antigrippale, antipneumococcique et anti-Covid. Et au cours du traitement, il y aura des bilans biologiques et des examens cliniques. Surveiller notamment la survenue d'infections au cours de ces traitements et surveiller les bilans biologiques tout au long de cette prise de traitement immunosuppresseur par voie systémique. Oui. Et ensuite, donc, on va passer à la fameuse biothérapie qui a sauvé la vie à Dr Strara. Pour le moment, pour que ça dure. C'est des la biothérapie, alors c'est quoi? Pour expliquer un peu aux gens qui regardent. C'est des molécules qui ont révolutionné la prise en charge. C'est ça la grande révolution. Hein. Tout à fait. Donc, ce sont des molécules qui ont révolutionné la prise en charge des patients psoriasiques parce que... C'est des injections? C'est des injections, ça existe par voie injectable. C'est en fait des anticorps qui vont bloquer des cibles de l'inflammation. C'est-à-dire que la molécule qui est responsable de l'inflammation au niveau de la peau, cette biothérapie va aller la bloquer directement. Et on fait une initiation à l'hôpital. C'est un traitement qui est commencé à l'hôpital avec tout un bilan thérapeutique avant. C'est très important là aussi. Faire un bilan notamment sous nos yeux de tuberculose parce qu'il y a un risque de réactivation de tuberculose. Donc tout un bilan à faire avant de commencer des biologiques. On entame le traitement au cours de l'hospitalisation et après on fait le suivi des patients. C'est par voie injectable. D'autres biologiques sont en train d'arriver, de voir le jour avec de meilleures efficacités par rapport aux anciennes molécules qu'on utilise déjà. Et il y a même des molécules qui vont arriver et qui auront l'avantage d'une prise par voie orale. On évitera donc cette voie injectable. Et ce sont des petites molécules, contrairement aux biothérapies qui sont de grandes molécules. D'accord. Alors pour les biothérapies qui sont disponibles, alors c'est en ambulatoire, ça existe en ambulatoire, en stylo ou pas? C'est uniquement au niveau des C'est à usage hôpitaux? hospitalier. On fait l'induction à l'hôpital et après donc on peut orienter le patient vers son lieu de résidence, mais toujours par rapport à la structure hospitalière qui dépend de son lieu de résidence. Peut-être peut-être que j'ai tort, hein, mais je vous pose une question comme ça que tout le monde peut se poser. Peut-être un des facteurs qui amène les gens à ne pas être observants, c'est peut-être la crainte aussi des effets secondaires. Vous ne pensez pas, professeur? Alors la cortisone a mauvaise réputation déjà pour parler des crèmes. Ah oui, effectivement, il y a la corticophobie. Les gens, certaines personnes ont peur effectivement des effets secondaires. Mais c'est pour ça que je vous dis, un malade, c'est pas une ordonnance. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer le traitement. Il y a des corticoïdes locaux, pas un seul corticoïde à usage local. Mais il n'y a pas que les corticoïdes, il y a d'autres molécules à usage local qui peuvent améliorer le patient. Pour revenir à d'autres molécules, avant les biothérapies, il y a d'autres molécules qui
qui sont peu chères, mais malheureusement, elles ne sont pas disponibles. Ici, ça fait des années qu'on est en train de lutter pour les avoir. demander. Oui. C'est le rôle également des associations pour sensibiliser un petit peu les autorités à ça coûte beaucoup moins cher que la biothérapie qui peut nous rendre d'immenses services. Que les biothérapies sont complètement remboursées. Tout le monde est pris en charge. C'est les hôpitaux qui les tout le monde est pris en charge. Une dernière question peut-être avant de vous poser la question sur les traitements. Tout le monde est éligible, c'est à la demande, ce que vous disiez tout à l'heure, professeur Zoubiri, ou pas finalement? En fonction de l'indication. D'accord. En fonction de l'indication, de la sévérité du psoriasis. Si c'est des formes sévères qui ont échoué aux premières lignes thérapeutiques. C'est-à-dire ça arrive en dernier. Oui, on suit les recommandations. En fait, les formes qui justifient des traitements généraux doivent d'abord bénéficier de traitements de première ligne. En cas d'échec de traitement de première ligne, on passera aux biothérapies. Oui. Alors, vous arrivez à faire entendre votre voix en tant qu'association finalement? On a, c'est-à-dire plus ou moins, on a écrit, on est parti, on a demandé, etc. Oui. C'est quoi la plus grosse contrainte aujourd'hui pour un malade psoriasique? Le fait, quand il y a eu la rupture du traitement, parce que ça a été une grande contrainte. Oui. Par exemple, il y a des manques de certains traitements. Oui. Il y a par exemple le métaux. Il y a des gens, le méthotrexate, il y a des gens par voie orale, ils ne le supportent pas. On le prescrit par voie injectable. Et le par voie injectable, ils sont obligés de partir à l'hôpital chaque semaine pour se faire injecter, pour recevoir leur dose. Et ça, c'est une contrainte. On a parlé de ça parce qu'il existe des formes, c'est-à-dire en ambulatoire. Absolument. Il y a en ambulatoire. Je pense que même les biothérapies, aujourd'hui, ailleurs, elles sont disponibles en ambulatoire. Oui, ils sont en stylo, oui, voilà, mais ils sont en ambulatoire. C'est ça, en ambulatoire également. Chez le pharmacien, on a l'ordonnance, on part chez le pharmacien, il nous donne notre ailleurs. Ça se passe comme ça. C'est une contrainte chaque semaine, le malade se déplace pour faire son injection de méthotrexate. C'est vraiment une contrainte pour lui. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure justement des rhumatismes. On est passé très rapidement dessus alors que c'est une grosse contrainte. On parle à peu près de 20% des patients qui développent une forme de rhumatisme facilement reconnaissable, c'est-à-dire un rhumatisme par exemple d'un psoriasique qui n'a pas de taches forcément, par exemple, sur la peau. Le problème se pose lorsque les manifestations articulaires précèdent les manifestations cutanées. Oui, ça arrive. Là, c'est un petit peu plus difficile. Mais dans la majorité des cas, le rhumatisme est concomitant de l'installation du psoriasis cutané, ou bien, dans plusieurs cas, il va suivre après 5, 6, 8, 10 années de psoriasis au niveau de la peau, donc apparition au niveau des articulations. Donc, il y a pas de gros problème de diagnostic, à vrai dire. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure aussi d'hygiène de vie, l'exposition au soleil. Alors, on a parlé de la photothérapie, l'exposition au soleil, puisqu'on est un pays ensoleillé, dire qu'il faut en profiter aussi. Oui, alors, classiquement, les rayons ultraviolets améliorent les lésions de psoriasis. Les patients nous le rapportent au cours de la saison estivale. Ils sont mieux. Leur lésion de psoriasis s'améliore. Il y a certes au cours de la saison estivale le rôle des UV, mais aussi le rôle du stress et du bien-être lié On est en vacances généralement. Voilà. Mais il existe certaines formes qui ne sont pas améliorées par les ultraviolets. Et ces patients-là, donc on les identifie. C'est plus rare. C'est le cas d'ailleurs de Mme Sahara, malheureusement. Oui. Et ces patients, on les identifie à l'interrogatoire et ce ne sont pas des candidats à un traitement par la puvathérapie, qui est un traitement par les ultraviolets en cabine. Oui. Ça existe au niveau de l'hôpital aussi. Oui, nous disposons. Mais là aussi, donc, concernant le traitement par cabine de puvathérapie, il faut disposer de centres ayant des cabines. Il faut que le patient réside pas loin du centre, parce que c'est des séances, c'est 3 fois par semaine. C'est contraignant de se déplacer vers un centre de puvathérapie 3 fois par semaine. Donc là aussi, c'est des contraintes. Et les centres de puvathérapie, on en a combien il n'y en a pas beaucoup au niveau national. Il y a, je pense, un au centre, à l'ouest, et Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, et
Oui, donc il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais Alors, je voulais ajouter la chose suivante, c'est qu'il faut les renouveler. Souvent, ce sont des cabines qui sont très anciennes, elles délivrent des ultraviolets qui n'ont rien à voir avec des rayons radioactifs. Ce sont des ultraviolets parce que souvent, les patients font l'amalgame. Et l'intérêt également, c'est que, par exemple, en été, ils peuvent prendre le relais par la photothérapie naturelle. Et il y a des machines où seules les mains et les pieds sont exposés, vous voyez. Donc l'ensemble du corps n'est pas touché par les rayons. Oui. Alors, une autre question aussi, c'est celle des médicaments naturels. Alors, est-ce qu'il y a des traitements naturels et est-ce qu'ils ont prouvé leur efficacité? Tout ça aussi, il y a des gens qui désespèrent, qui sont fatigués des traitements, qui ne sont pas observants, qui ont peur des effets secondaires et donc qui cherchent un peu s'il y a des traitements naturels. Oui, alors c'est normal, devant une maladie chronique, les patients essayent toutes les options thérapeutiques. Donc on va voir qu'ils vont essayer l'herboriste, le médecin, tout essayer pour avoir une réponse thérapeutique. Alors il nous a été parfois... ça a été possible des fois d'analyser certaines de ces préparations et en fait elles contenaient des corticoïdes. Donc en fait c'est la base même du traitement local du psoriasis et je pense que à mon avis c'est une consultation médicale, c'est une prescription médicale pour le traitement du psoriasis parce que ces molécules-là, de quoi sont-elles composées ? Quelle est leur composition, d'où est-ce qu'elles proviennent, dans quelles conditions elles ont été faites, ça on ne le sait pas. Elles peuvent même contenir des molécules qui vont aggraver peut-être le psoriasis et là on ne peut pas le conseiller. Oui, alors vous avez essayé aussi oui, j'ai essayé. De phytothérapie. Je voulais ajouter simplement, c'est que actuellement les médicaments c'est-à-dire la biothérapie, on conseille aux malades de ne pas s'exposer au soleil. Parce qu'il y a une... Ça, c'est pour les effets secondaires sur les carcinomes cutanés. Est-ce que ça a marché pour vous, les traitements naturels? Non. Que les gens sont pas mal curieux, les gens qui nous regardent. Oui, c'est ça. Je fais des mélanges, Qu'est-ce qui a marché pour vous? Alors on dit aujourd'hui que l'amélioration du psoriasis va améliorer le psychisme, c'est sûr, on va se sentir bien. Est-ce que l'inverse aussi est juste dans votre cas? Parce que vous m'avez dit que vous faisiez du yoga, vous avez fait de la peinture, vous avez essayé beaucoup de choses pour améliorer déjà votre psychisme. Est-ce que cela a amélioré votre psoriasis? Oui. Je ne sais pas s'il a amélioré parce que à vous de me dire. Non, je ne sais pas parce que je suis sous biothérapie, je ne sais pas. Mais après la retraite, j'ai essayé de trouver d'autres choses pour ne pas rester dans de penser à mon pso, etc. Donc j'ai fait un peu de yoga, je me suis inscrite pour faire de la peinture et du dessin. Je suis avec un groupe où ça va, je me sens bien. Pour le moment, je me sens bien. Alors une dernière question très brièvement parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. C'est un traitement à vie? À vie, non, c'est un traitement à la demande. On a des patients qui sont améliorés 3, 4, 5, 8, 10 ans, puis ils reviennent au bout de 10 ans avec un peu de... Non, parce que ça récidive, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, ça récidive, mais il y a des patients qu'on a perdu de vue, peut-être qui sont complètement améliorés et qui nécessitent... C'est-à-dire, c'est le patient. Quelquefois, il a quelques petites lésions et il s'en accommode, et là, il n'est pas demandeur de traitement, vous voyez? Absolument. Oui. Alors, on a compris donc finalement que les traitements améliorent considérablement la qualité de vie et offrent des périodes de rémission très longues, puisque vous nous parlez de 8 ans à peu près. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Madame Skhara, d'avoir accepté gentiment de témoigner dans cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez sur ce sujet qui touche beaucoup de monde. Cette émission est à présent terminée. On vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.